Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 30 mai 2024. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, dans notre page macroéconomique hebdomadaire, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de TV Finance Valérie Gastaldi. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Merci Valérie d'être avec nous ce matin. Vous êtes stratégiste chez Day, spécialiste de l'analyse comportementale. Du coup, avec vous, Paraphrasio, c'est très intéressant de faire de la prospective puisque tout le monde l'a remarqué, les investisseurs actuellement sont perdus. Il manque de visibilité, notamment à l'endroit du timing, du calendrier de la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Il en découle finalement une difficulté à gérer un petit peu sa stratégie, ses investissements. Est-ce que selon vous, Valérie, il faut rester à l'écart par prudence alors même que les principaux indices mondiaux actuellement tutoient des sommets encore jamais vus? Alors, c'est pas facile de vous répondre parce que, en fait, l'air de rien, il y a plein de tiroirs dans votre question. Alors, il y a déjà, il faut comprendre que dans un marché, on a au même moment plein de tendances différentes parce qu'une tendance, il faut voir ça comme la trace que laisse sur le marché un groupe d'investisseurs qui a un horizon de temps à peu près commun. Donc quand on arrive dans la dernière semaine du mois, par exemple, ce que l'on voit beaucoup sur les marchés financiers, c'est la trace des investisseurs long terme, parce qu'un investisseur long terme, il a tendance à ajuster. C'est pas vrai à 100%. Hein. Statistiquement, beaucoup d'investisseurs long terme vont prendre des décisions en fin de mois, vont faire des ajustements importants en fin de trimestre, etc. C'est peut-être un petit peu moins vrai qu'auparavant, mais enfin, il y a quand même encore ce petit mouvement-là. Alors qu'on peut avoir sur la clôture quotidienne la trace d'investisseurs qui sont nettement plus court terme. Donc, quand vous me posez la question de savoir s'il faut toujours être investi ou pas, moi je ne peux pas vous répondre comme ça parce que ça dépend. Est-ce que vous êtes un investisseur qui pense à ce qui va se passer ce soir, ou est-ce que vous voyez à 6 mois ou à 1 mois, etc. D'accord. Ça, c'est une question de conseil en investissement. Pour faire du conseil en investissement, il faut savoir quel est l'objectif de la personne qu'on a en face de soi. Si je m'adresse à vous, Louis-Antoine, qui êtes jeune, et si vous êtes en train de réfléchir à votre PEA, est-ce qu'il faut encore que vous achetiez des actions dans le cadre d'un PEA ou d'un PER, enfin donc d'un investissement long? Oui, il n'y a aucun souci. Si le marché baisse, tant mieux, profitez-en, vous allez les payer un petit peu moins cher. Maintenant, si vous êtes un spéculateur, que votre horizon de temps, c'est par exemple la BCE de la semaine prochaine, il ne faut pas trop appuyer sur le champignon dès aujourd'hui. Rester un peu à l'écart du coup par la force des choses. Attendre un peu parce qu'on n'est ni sur des prix qui sont excessivement élevés vu qu'on a déjà reculé. Les prix, vous parlez des cours ou des cours des indices. Des cours des indices. Non, alors les PE, on en parlera plus tard si vous voulez, mais alors s'il y a un truc qui sert à rien, ça ne sert strictement à rien. Les prix des indices, ni on est sur des prix qui sont particulièrement attractifs parce que dans le cadre des tendances haussières qui sont en train d'être développées depuis le mois d'octobre ou depuis le mois de janvier, mi-janvier, on a 2 points bas important dans la structure de marché, la structure haussière de marché qu'on connaît. Le point bas du mois d'octobre de l'année dernière, qui est relativement long terme, et le point bas du mois de janvier, mi-janvier de cette année. On est toujours très nettement au-dessus, mais on pourrait s'en rapprocher plus du point bas du mois de janvier. Ça n'a rien de... Ce sont des mouvements, je dirais pas à force des choses, assez logiques, empiriques. Du coup, c'est pas étonnant de les retrouver. Ça fait partie du schéma d'analyse globale, long-termiste, moyen-termiste, long-termiste. Par contre, il faudrait pas qu'ils soit transpercé, enfoncé à la baisse dans du volume et de façon assez soutenue, je dirais, de façon assez longue. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. En fait, ce que vous nous dites, Valérie, vous nous dites, je vous remercie parce que c'est extrêmement intéressant. Vous nous dites, en fin de mois, généralement, ce sont les investisseurs long terme qui réajustent leur portefeuille. Aujourd'hui, on le voit, nous sommes en fin de mois, le 30 mai. Hier, c'était la seconde séance consécutive de baisse sur l'indice CAC 40. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça veut dire qu'à long terme, les investisseurs aujourd'hui se délestent un peu de leurs actions? Non. La clôture de ce mois-ci, elle va, à moins qu'on s'effondre demain, etc. Mais pour le moment, on a une clôture qui est plus mensuelle, qui reste plutôt légèrement en hausse par rapport. Il n'y a pas
il faut regarder le bon horizon de temps pour les bonnes tendances. Hein oui, bien sûr, voilà. C'est extrêmement important, c'est ça. Donc en fait, il faut bien identifier les différents horizons de temps. C'est-à-dire que exactement. C'est la seule difficulté de ce que l'on appelle... professionnel, parce que des difficultés, il y en a beaucoup identifiées. Non, parce que vous m'avez pas laissé finir ma phrase. De ce que l'on appelle les approches de suivi de tendance. Alors, il y a des tas de synonymes. L'analyse technique, mais l'analyse technique, c'est un petit peu large comme définition. Il y a plein de choses, moi, qui ne m'intéressent pas là-dedans. Donc, c'est vraiment le développement d'une tendance, moi, qui m'intéresse. L'approche de momentum, dans toutes ces... L'approche momentum, c'est l'approche de l'actualité, en quelque sorte. C'est l'analyse de l'actualité, de la tendance. Normalement, c'est la révision des bénéfices. Hein, ah ouais, alors, okay. Mais il se trouve que ça correspond fréquemment à la tendance des prix, la tendance des révisions des bénéfices. Voilà, fréquemment. Mais la tendance des prix est en avance quand il y a des retournements sur les révisions de bénéfices. Donc en fait, ce que vous nous dites, Valérie, c'est en fonction de l'horizon de temps des personnes qui nous regardent, de leur stratégie, soit d'investissement, soit de trading, eh bien... à court terme, il vaut mieux, alors vous dites, le grand route de ce début de mois de juin, c'est la BCE la semaine prochaine. Oui, certainement. En cette attente... Voilà, alors vous me disiez, les investisseurs sont dans le flou, mais vous croyez que les gouverneurs de la Banque centrale ne sont pas dans le flou? Je pense que si, ils le sont, voilà. Mais leur responsabilité est tout autre que... mais leur responsabilité, ça n'est pas de prévoir. La responsabilité, ça n'est pas de prévoir, ils le savent très bien, ils s'expriment, ils donnent leurs opinions. Pardon ? L'enjeu est de taille pour les responsables. Mais il ne s'agit pas de prévoir. Il ne s'agit pas de prévoir. Il s'agit de s'ajuster à la connaissance actuelle. Ce qui n'est pas pareil. Vous savez, en tant que stratégiste, les informations, l'actualité macroéconomique, les statistiques macroéconomiques, elles arrivent au plus tôt avec... du retard, avec un mois de retard. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, comment ajuster en fonction? À un moment, il faut se lancer, quoi. Tout ce qu'on ne connaît jamais, c'est le passé, on ne connaît jamais le futur. Donc, de toute façon, prendre une décision sur la base de ce que l'on croit que sera le futur, c'est une mauvaise décision. Donc, ce que vous dites, qu'en fait... Non, mais je vous le répète, parce que vous ne l'avez pas bien entendu. Non, j'ai bien compris. Prendre une décision sur la base de ce que l'on croit que sera le futur, c'est une mauvaise décision. Le métier de stratégiste, c'est faire des ratios, comme j'expliquais, c'est finalement faire des probabilités. Oui, bien sûr. Ça, mais comme tout le monde, finalement, comme tout le monde, un peu comme tous les financiers. Non, la plupart des gens cherchent à avoir raison. Oui, mais ça, c'est dans la nature humaine, je vous dirais, Valérie. Eh bien, oui, mais il faut se battre contre la nature humaine. C'est mon métier, justement, c'est de comprendre en quoi la nature humaine fait faire des bêtises aux gens. D'accord. Et du coup, vous arrivez à identifier, financièrement parlant, vous arrivez à identifier des écueils, des écarts, je dirais, de conduite, de l'approche psychologique qui permet de construire des portefeuilles. Hein. C'est ça, puisque finalement, c'est votre métier premier, c'est la finance, c'est de la gestion de portefeuille. Oui, c'est d'identifier les secteurs de marché qui sont les moins risqués à un moment donné. Ok, très effectivement. Et du coup, alors, pardon de vous couper, Valérie, mais effectivement, donc c'est d'identifier les secteurs d'activité ayant le plus de potentiel, par la force des choses. Donc non, également, ayant le moins de risque, ayant le plus de potentiel. Ayant le moins de risque, ou le risque identifié, calculé et le moins important. Voilà. Du coup, par la force des choses, on reste quand même, alors comme vous le dites, hein, Valérie, effectivement, la visibilité, que ce soit pour les gouverneurs des banques centrales, pour les économistes, pour les journalistes, pour tout le monde, pour toute la sphère financière, on est d'accord. Elle est quasi... Elle est basse. Elle est à vue. Hein, elle est à vue. Ouais. Du coup, par la force des choses, il y a quand même certains points sur lesquels on peut s'accrocher, des points durs, de la matière dure, de la science dure, qui laissent supposer que les banques centrales vont baisser leur taux d'intérêt au cours pas de la science dure, mais enfin... si on analyse l'inflation, qui est une science dure en Europe, on sait qu'effectivement... L'inflation, on peut en parler, c'est un palier... Oui, mais on fait des choix de pondération. Non, c'est pas dur. C'est une science humaine. L'économie, c'est une science humaine. L'inflation, c'est un des indicateurs de l'économie. Et ce sont des choix. Ce sont des choix qui sont faits pour calculer des paniers. On n'a pas la même définition sur l'Europe et sur chacun des pays. C'est pour ça qu'on a des taux d'inflation harmonisés en Europe, parce que sinon, ce n'était pas les mêmes. Donc, quelle est la vraie inflation? Il n'y a pas de vraie inflation. Donc, je vous reprends parce que c'est pas... Vous remarquez, j'imagine, quand vous faites des courses tous les jours, l'inflation est là. Mais selon la quantité de chacun des produits que vous achetez, si vous vous nourrissiez de produits électroniques, ils sont plutôt orientés à la baisse.
Bon, sauf que si vous vous nourrissez effectivement de café, là, ils sont très orientés à la hausse. Donc, selon l'équilibre que vous avez entre les deux, votre inflation ressentie, elle sera très différente. D'accord. Donc, en fait, ce que vous dites, vous déconstruisez tout, Valérie. Vous dites bien que sûr, il faut, les gouverneurs de banque centrale, finalement, il faut être honnête. Qu'il y a un moment, et que les mesures d'inflation, même l'IPCH, donc l'inflation, en gros, c'est la mesure d'inflation harmonisée au niveau européen. C'est un choix. C'est un choix. Oui. Ça n'est pas une science dure. Mais c'est un pourcentage. Du coup, par la force des choses, c'est arithmétique. Oui, c'est arithmétique, mais ça n'est pas une... Non. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour ça. Donc, on n'est pas là pour ça, mais moi, ce qui est important, c'est de savoir sur quoi on prend des décisions. Quelle est la puissance des faits sur lesquels je m'appuie. C'est pour ça que quand vous dites ce qui est une science dure, ce qui est une science dure, ce qui est une science... non, ce qui est une science dure, c'est l'évolution de l'inflation, c'est pas son niveau. Oui, comme vous dites, c'est la tendance. La tendance, on peut en parler, mais si c'est calculé de façon cohérente, au moins on a une tendance, mais pas son niveau. D'accord. Donc, du coup, les tendances actuellement, la tendance de la hausse des prix, de l'indice de la hausse des prix, que ce soit quitte à la baisse, des deux côtés de l'Atlantique, cette tendance, elle ne repart pas à la baisse. La tendance est plutôt, ça dépend pareil si on prend à court, moyen ou long terme, en fait, par la force des choses. Et du coup, la question de la baisse des taux directeurs, elle se fait, comme vous le dites, à très court terme. Donc en fait, en gros, actuellement, on observe une résurgence, un regain, une inflation qui s'étoffe, du coup... et on est en droit d'anticiper le fait que les banques centrales vont baisser leur taux directeur. Pour la BCE, le consensus, c'est 2 baisses de taux d'ici 2024. Le consensus se trompe? Ben j'en sais rien, moi je connais pas le futur. Hein. C'est votre rôle de stratège. Non, je vous répète que mon rôle, c'est d'identifier les secteurs de marché sur lesquels les risques sont les plus bas. Et alors, est-ce que la santé... C'est pas de prévoir le futur. Quel est le risque sur la santé actuellement ? Sur les secteurs de la santé. Alors attendez, parce qu'on est passé de la Banque centrale à la santé. Je pose la question. Moi, je pense qu'il faut sous-pondérer le secteur de la santé. Il faut sous-pondérer parce que donc on n'est pas encore rentré dans une logique défensive. J'ai des horizons de temps longs. Je vois à 6 mois, 1 an. Donc ça veut dire que le secteur de la santé finalement rentre pas actuellement dans une logique défensive dans ses portefeuilles. C'est pas le moment. Pour l'instant, on va chercher de la croissance. Pour le moment, les portefeuilles ne sont pas dans... Je ne vois pas sur le marché de traces de comportement défensif. Se pose la question. Mais on peut se poser la question. Mais pour le moment, sur le marché financier, les investisseurs ne laissent pas de traces qu'ils se tournent vers des investissements défensifs. Ok, très clair. Du coup, donc, quels que soient les secteurs biens de consommation, utilities, etc., sur ces secteurs-là, il n'y a pas, comme vous dites... Alors, ils ne sont pas tous défensifs de la même façon. Il y a des tas d'autres... Oui, bien sûr, si on rentre dans le détail. Si on doit... Parce que si on regarde, par exemple, le secteur de l'alimentation ou des produits de luxe... C'est la même chose. Non, j'ai dit si vous voulez. Il se trouve que pendant des années, le luxe a été perçu comme un secteur défensif. Je dis a été perçu, parce que on ne peut pas le mettre dans la catégorie. Mais il a été perçu comme ça. Pourquoi? Parce que en fait, il résistait à tout. Que le marché monte ou qu'il baisse, il montait plus et il baissait moins. Donc, d'une certaine façon, quand les gens avaient peur, ils disaient je vais acheter du luxe puisque ça passe à travers toutes les menaces. Ça me couvre. L'alimentation, c'est un secteur qui est fait plus l'unanimité dans son côté défensif. Le problème, c'est qu'on est dans une phase dans laquelle les risques auxquels sont exposés les marchés financiers, ce sont des risques d'inflation. Et d'inflation qui viennent notamment des matières premières. Le pétrole repart à la hausse actuellement. Etc. Alors, pour l'alimentation, on va plus regarder le blé, les céréales, etc. Mais le cacao, le café, etc. Et on a quand même pas encore à l'abri, et en plus avec les dérèglements climatiques, etc., on sait que tendanciellement, il y a ces risques. Voilà. Bon, en tout cas, sur l'alimentation, on a ce problème actuellement qui fait que ça fait déjà bien des mois que l'alimentation n'a pas du tout fait office de secteur défensif. Et pour le moment, ça ne change pas. Donc, moi, j'observe ce que la majorité des investisseurs qui correspond à mon horizon de temps fait, et j'essaye de le comprendre au plus tôt. D'accord. Pour justement... c'est mon seul objectif. Et pour le moment, je constate qu'il n'y a pas encore de mouvement vers les secteurs défensifs. Que ceux qui dominent encore les marchés, c'est plutôt
les peurs d'inflation dans l'allocation sectorielle, c'est cela que l'on voit se refléter. Pour le moment, sur les marchés obligataires, c'est un petit peu la même chose. C'est alors peur d'inflation ou peur de non-baisse de taux, etc. Après, il y a des émissions obligataires, etc. C'est ça, c'est pas uniquement lié à l'évolution de l'inflation. On ne peut pas savoir. Et aux perspectives de baisse de taux. Il y a des adjudications. Ah oui, quelle est la part de chacun? Quelle est la part de chacun? Oui, on sait que les adjudications, elles sont peut-être un petit peu moins demandées que d'autres adjudications. Mais enfin bon, elles ont été souscrites. Du Trésor américain, je précise. Bon, donc on a plein de facteurs en ce moment, mais sans encore un... Ça s'amoncelle, il y a plein de facteurs, vous dites, ça s'amoncelle quand même d'indicateurs. Mais c'est normal, à partir du moment où on a des marchés qui, dans l'ensemble, sont en consolidation depuis 2 mois, parce qu'on a réussi à rejoindre des nouveaux sommets sur plusieurs indices européens, bon, pas sur le CAC, enfin à peine sur le CAC. Un peu partout dans le monde même d'ailleurs. Mais oui, un peu partout dans le monde. Enfin, mais parfois, c'était très bref. Les indices américains, ils sont toujours sur leur précédent sommet. En Europe, on a repénétré les précédents sommets. Donc, potentiellement, on est toujours dans cette phase de consolidation. Et donc, dans une phase de consolidation, eh bien, le doute ne fait que s'accroître. Parce qu'au début, on a monté auparavant, donc on est persuadé que ça va continuer à monter. Le consensus est dans l'ensemble haussier quand on arrive sur les points hauts, parce que sinon on n'aurait pas monté si les gens n'avaient pas été haussiers, par la force des choses. Mais au fur et à mesure que, ah bah tiens, mince, j'ai toujours pas raison, les gens se mettent à douter, et c'est normal, et moi aussi je doute. On doute tous. Mais il faut après se reposer la question de quels sont les faits sur lesquels je peux m'appuyer pour savoir si cette période de doute est en train de basculer vers une période d'aversion à risque, ou s'il faut encore être patient pour savoir si l'appétit pour le risque va reprendre, ou si au contraire une aversion au risque durable. Pour le moment, il faut encore être patient. C'est le message que vous pouvez transmettre à ceux qui nous regardent, c'est que pour l'instant, pas d'emballement, pas de panique non plus, mais restez à l'écart par la force des choses et voyez un petit peu. Peut-être que vous constatez, vous qui parlez à beaucoup de gens, posez beaucoup de questions, qu'il y a beaucoup d'avis qui sont balancés, ou que les gens ne s'expriment pas toujours très clairement. C'est le principe d'une interview, c'est de demander l'avis à tout à chacun. Il y a des moments où il y a des consensus qui se dégagent, et puis il y a des moments où les choses sont équilibrées. Et en fait, quand un marché se développe, les sommets, normalement, se font quand les consensus sont forts. Or, pour le moment, est-ce qu'on a eu cette phase de consensus très marquée au cours de l'année 2024 ? Est-ce qu'à un moment donné, on a eu un consensus très marqué ? Certains disent qu'effectivement, ce que vous appelez le FOMO, la fear of missing, quelque chose de rester en dehors de cette tendance haussière, eh bien ça se décroît, commence à s'estomper, du coup, justement. D'autres disent justement le contraire et mettent en avant également autre chose. Il y en a qui disent l'un et il y en a qui disent l'autre. Donc c'est bien. Justement, c'est pour ça, je vous apporte un peu de contradiction. Mais en tout cas, donc il y a ça, ce FOMO qui s'estompe, et par la force des choses également, l'analyse détaillée des niveaux de croissance des prix de toute la capitalisation hors cette fantastique, hors, etc., et ben finalement, ça baisse en fait en réalité. Puisque c'est un constat que vous avez forcément fait, les marchés sont actuellement tirés par 5-6 valeurs côté américain, 1 ou 2 côté européen. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais je reconstruis pas des indices. Ouais, bien sûr. D'accord. Pourquoi ? Parce que en fait, pour construire un indice, il faut choisir une pondération. Parce que sinon, il n'y a pas d'indice. Et que le choix de la pondération, il change tout. Effectivement, mais mon constat, néanmoins, c'est que, par exemple, le secteur... Vous m'avez parlé tout à l'heure des services aux collectivités, les utilities en anglais. Et notamment les énergies renouvelables, parce que ça fait 3 ans que ces valeurs se sont effondrées, plus ou moins. Bon, ça dépend. Mais elles ont bien baissé. Et depuis 1 mois, 2 mois, elles se sont bien reprises. Donc, et alors, c'est beaucoup de small cap sur les valeurs renouvelables. C'est des très larges cap sur les fournisseurs d'électricité nationaux, bien entendu. Mais dans l'ensemble, ces valeurs se sont reprises. Donc, vous voyez, il y a une rotation sectorielle vers ces titres-là. En début d'année et jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines, le secteur aérien au sens des compagnies aériennes s'était bien repris. Bon, là, il a bien rechuté. Mais donc, on a eu quand même une rotation sectorielle sur des valeurs de plus petite capitalisation.
Rarement tout à la fois. Donc les indices de small cap n'ont pas particulièrement voilà, pris d'épaisseur, c'est joliment dit, mais néanmoins on a eu à chaque fois on a eu des rebonds dans des tendances, et on verra si au cours des mois qui viennent ces rebonds c'était les premiers de mouvements haussiers qui sont en train de se construire, ou si c'était ce qu'on appelle en anglais les dead cat bounce, donc les rebonds du chat mort qui sont les derniers rebonds avant l'expiration. Voilà. C'est passionnant, Valérie, je suis désolé, alors j'ai enlevé mon oreillette parce qu'on me hurle que le temps passe toutes les 30 secondes, du coup je l'ai enlevé. Le temps qui vous a été imparti, enfin que on a plaisir de vous offrir en tout cas, est arrivé à sa fin. Valérie, merci beaucoup. En tout cas, globalement, ce qu'on retient de ce que vous nous dites, c'est que il faut s'intéresser d'abord à son unité de temps de trading ou d'investissement avant de définir, je dirais, une approche stratégique, une approche de compréhension, surtout de lecture de l'actualité et en anticiper quelque chose, et que finalement, je dirais, beaucoup de croyances sont actuellement véhiculées et qu'il faut quand même pouvoir essayer de les remettre dans certains contextes, sous certains prismes, pour avoir une approche critique, toujours, évidemment, critiquer la tendance, la tendance et les éléments sur lesquels on s'appuie. Où sont les faits qui sont des faits durs, justement? Quels sont ceux et quel degré de souplesse ont-ils? Merci beaucoup, Valérie, d'avoir été avec nous ce matin. Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day et spécialiste de l'analyse comportementale. On marque une dernière courte page de publicité dans cette édition du 30 mai 2024, et juste après, ce sera notre point bourse, et je vous rappellerai quels sont les catalyseurs qu'il faut avoir à l'œil aujourd'hui. À tout de suite sur Téléfinance.